à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir et d'accueillir Julien d'Oseille TV. Bonsoir Julien. Bonsoir, enfin bonjour pour moi puisque je suis à Panama. C'est vrai, c'est vrai. Tu es à Panama. Merci de m'accueillir. J'ai appris de l'existence de ton canal suite à ton interview avec un pote commun, Charles de Reper, que je salue, qui habite également là où tu es, entre le Panama, le Venezuela. C'est un James Bond de la finance, de l'Amérique latine. Il va partout, visiblement. Il est dans des forêts de mangroves et tout. Mais toi, tu préfères les salons luxueux et les belles voitures et le travail à l'international en business class. Donc, je voulais parler un petit peu de ce défi que tu m'as lancé par vidéo interposée sur le débat, de lancer un débat entre survivalisme 1.0 et 2.0. Donc, c'est avec grand plaisir que je m'entretiens avec toi aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'inviter sur ta chaîne. Alors, je ne sais pas si nous avons beaucoup de publics en commun, mais en tout cas, ce sera l'occasion de faire connaître à nos publics respectifs, nos clients respectifs, nos audiences respectives, un petit peu ce que l'on fait. Et donc, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, de ton parcours et de ce que tu fais avec ta chaîne YouTube et au-delà? Ok, très bien. Bah écoute, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat il y a 12 ans et j'ai commencé par m'expatrier, ce qui est un petit peu non usuel, on va dire. J'ai commencé donc avec des affaires au Maroc, dans l'hôtellerie. Et puis, il y a 7 ans, je me suis lancé dans le web. Donc, j'ai commencé par vendre sur Amazon, donc faire du e-commerce. Et en parallèle, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Oseille TV. Et c'est d'ailleurs par cette chaîne que tu m'as découvert. Donc, c'est une chaîne sur laquelle je parle d'Amazon FBA à la base, donc de vendre des produits sur Amazon, mais j'ai vraiment élargi la thématique, on va dire, au fur et à mesure des années, en parlant plus d'investissement, d'expatriation, des sujets qui m'intéressent tout simplement. Je parle de ce que je fais au quotidien en tant que businessman, investisseur international. Donc voilà un petit peu mes activités web depuis 7 ans. Alors, quand on parle d'expatriation, tu es en train de dire que finalement, il y avait des trucs qui n'allaient pas pour toi, parce que tu es français d'origine. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu quitter ce magnifique pays qu'est la France? Moi, je suis pas parti pour des raisons vraiment fiscales ou quoi que ce soit à l'époque, parce que je suis parti juste après mes études, en gros, à 22 ans, si tu veux, au Maroc. Et je suis parti au Maroc, pourquoi? Parce que ma famille avait une résidence secondaire là-bas à Marrakech, un riad, donc ces maisons autour d'un patio. Et mon premier business, en fait, ça a été de m'associer avec mon oncle et de transformer ça en maison d'hôte. Et puis ensuite, j'ai monté une petite conciergerie Airbnb avant l'heure, on va dire. J'ai pris pas mal de maisons en gestion. Et voilà mon premier business, mais je suis pas parti pour les mêmes raisons que beaucoup de gens qui me regardent partent ou etc. Parce qu'à cette époque-là, j'avais pas le problème de la fiscalité. J'étais étudiant, je suis passé directement d'étudiant à propriétaire de business. Et voilà, j'avais pas encore cette vision du monde qui se dégradait, etc. J'avais pas les yeux très ouverts à 22 ans, pour être totalement honnête. Aujourd'hui, si j'étais en Europe, en Occident, oui, je partirais pour d'autres raisons. Mais à l'époque, c'était plutôt la soif de soleil, d'aventure, de monter un business dans un pays où il faisait bon vivre à ce moment-là. Alors, avant de parler sur des choses positives, restons dans le négatif. Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde occidental et dans le monde européen, selon toi? Je pense il y a 2 gros problèmes, moi, que je vois surtout avec ma petite vision d'entrepreneur, on va dire. Le premier, c'est tout ce qui va être régulation et taxes en Occident, et surtout le contrat social, en fait, ce qu'on te redonne en échange de ce que tu payes. Qui va pas du tout simplement. C'est pas un bon deal, en fait. Je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique. J'encourage pas forcément à vouloir viser tout le temps le 0% d'imposition, mais c'est juste que là, quand on vous prend la moitié ou plus de ce que vous gagnez pour en échange de moins en moins de qualité de service, que ce soit dans les administrations, dans les hôpitaux, etc. Pour moi, ça fait tout simplement pas sens déjà de ce côté-là. Alors, à ce qui paraît, venant de Suisse, je vais essayer de retenir mon sourire, mais à ce qui paraît, la France, pourtant, a le meilleur système de santé du monde. Faut arrêter avec ça, faut arrêter. Je pense que ça a pu être vrai dans le passé. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait aucun sens. Vous payez trop cher votre santé pour une santé qui se dégrade, pour des rendez-vous qui sont à des mois en avance. Je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais à Panama, si tu as besoin de voir un spécialiste,
au maximum, ça prendra une semaine si c'est vraiment un truc très compliqué, mais sinon, c'est souvent le jour même ou le lendemain, on va dire. Oui. En France, de ce que j'ai entendu, ça peut mettre 3-4 mois pour avoir un spécialiste. Donc voilà, les 60% d'impôts que vous payez ne valent pas le coup pour ça. Je pense qu'il y a aussi un autre truc qui est inhérent à la façon dont l'argent est dépensé, c'est au niveau de la sécurité. L'un des plus gros problèmes après la fiscalité, pour moi, c'est la sécurité qui est en chute libre en Occident, de manière générale, en fait, dans la plupart des pays Europe de l'Ouest et aux États-Unis, dans pas mal d'endroits également. Pas mal de problèmes avec la pauvreté, avec toute l'immigration qu'il peut y avoir, de gens qui rêvent d'un monde meilleur et qui finalement terminent dans la rue dans ces pays-là, qui parfois terminent dans la criminalité. Hein. C'est pas le cas de tous les immigrés qui viennent, bien sûr, mais voilà, il y a ce problème, ce phénomène qui existe. Et donc, du coup, ouais, effectivement, ça fait partie pour moi des deux trucs qui seraient les plus gros moteurs de vouloir partir. Alors après, il y a plein d'autres choses. Après, il y a bien sûr le climat, la douceur de vie, le coût de la vie, etc. Il y a plein de choses. Mais je pense que dans la thématique de ta chaîne, les deux trucs qui devraient être les plus gros moteurs, c'est ça. Et donc, quels sont les services que tu proposes lorsque tu parlais de Survivalist 2.0? Bon, moi, je crois avoir compris un petit peu de quoi il s'agit, mais surtout, alors si tu peux nous présenter un peu ton idée, mais surtout, qu'est-ce que tu proposes à ceux qui voudraient suivre ta démarche ou qui pourraient être intéressés, et surtout, comment tu cibles les personnes adéquates pour faire cette démarche? Ok. Je pense déjà, pour planter un peu le décor, la première chose qu'il faudrait dire, c'est que les deux stratégies qu'on peut avoir, je pense qu'elles ont toutes les deux leurs intérêts dans le sens où on ne sait pas vraiment comment the shit will hit the fan. Je ne sais pas comment ils appellent ça en français. Comment vont venir les problèmes, on va dire, comme c'est un peu imprévisible. Je pense que toute stratégie est intéressante à évaluer, à éventuellement mettre en place. Alors, en fait, ma stratégie, elle est plutôt de gagner un maximum d'argent. Donc, c'est une stratégie capitaliste. Hein. C'est le fait d'avoir vraiment une aisance financière, donc à travers des business en ligne. Ça, c'est le premier point, parce qu'une fois que tu as ce capital, eh bien, tu as beaucoup plus de flexibilité, de liberté, de mobilité, d'avoir des business qui sont décorrélés de là où vous vous trouvez. Parce que forcément, si vous êtes pieds et poings liés avec un pays, c'est difficile de partir quand les choses vont mal. Donc ça c'est ma première vision. Et du coup, là où le 1.0 rentre en confrontation avec le 2.0 dans ma vision du survivalisme, on va dire, c'est que le 1.0 va être très tourné vers le fait d'avoir une ferme, un bunker dans un endroit fixe, on va dire. Moi, ma vision, c'est plutôt quand ça pue, je me barre. Donc, c'est pas très patriote, on va dire. Je sais qu'il y a des gens qui vont me reprocher ça. Voilà, tu restes pas à te battre avec ton pays. C'est pas un combat qui m'intéresse. Je pense dans la vie, on choisit ses combats. Faire la guerre, devenir une chair à canon, ça ne m'intéresse pas, si tu veux. Et donc, j'aime pas trop le côté d'avoir à choisir de mettre une ferme à un endroit parce que tu sais pas si à cet endroit, ça va pas se retrouver en apocalypse now autour dans les années qui viennent. Alors après, forcément, il y a des endroits où tu vas avoir moins de chances que ça se passe mal. Toi en Suisse, moi au Panama, je pense qu'on n'est pas trop mal, si tu veux. Si tu fais une ferme dans ce genre d'endroit, c'est pas trop mal. Si tu es à 1 heure de Paris, c'est peut-être moins drôle, quoi. C'est peut-être moins une bonne idée. Donc voilà, je pense c'est un peu ma vision, mais encore une fois, c'est pas une confrontation pure entre toi et moi. Les deux peuvent être intéressants. Non, non, je comprends bien, et c'est vrai que la question fondamentale que je crois tout être humain, alors, plus on arrive à un âge où on a une famille, des enfants, etc., plus cette question, elle se pose, c'est d'être bien sûr en sécurité. On peut prendre beaucoup plus de risques lorsqu'on est jeune, tant financiers que même de sécurité. On peut aller vivre, ça m'est arrivé de vivre dans des pays en Afrique où, franchement, après une certaine heure le soir, c'était déconseillé d'aller faire une promenade autour de la maison. Hein. Mais j'ai vécu au Nigeria, au Zimbabwe, dans des endroits où c'était chaud, mais en même temps, j'avais 26, 27 ans. Donc, sans enfants, c'est une autre affaire. Et c'est vrai que la sécurité, la prospérité, le fait de ne pas se faire plumer par l'État ou par qui que ce soit, ça peut être des mafias, hein, c'est pareil. Mais bon, ce sont des critères. D'ailleurs, j'ai fait une formation, puisque je crois que toi, comme moi, on a des formations. Moi, j'ai une formation, les 10 points essentiels. D'ailleurs, Charles de Ripper aussi a des formations intéressantes. On lui passe la pub. Et donc, j'ai fait, par exemple, une formation sur les 10 critères les plus importants à tenir compte lorsqu'on s'expatrie, et qui s'assemble avec une autre formation qui est comment choisir l'endroit où on veut installer sa ferme. Alors moi, je ne parle jamais de bunker, mais
hypothétiquement, si on a vraiment beaucoup, beaucoup de moyens, pourquoi pas. Moi, je ne crois pas dans l'idée de bunker, je trouve que c'est débile. Mais bon, en tout cas, le fait d'aller dans un pays, à partir du moment où on a décidé on a déduit, on a fait une analyse, que par exemple, critère important, la sécurité, c'est un des 10 critères pour moi. La possibilité de s'enrichir, d'être prospère, c'est un autre critère. Il y a aussi des critères sur la capacité à maintenir de manière stable les relations que l'on a au sein de sa propre famille. Là, on sait tous que, peut-être toi tu es jeune, mais je pense que tu te rends compte parce que tu es intelligent, le nombre de familles d'expatriés qui vont dans des pays où les femmes sont belles, se retrouvent avec des divorces assez rapidement. Parce que, Ah ouais. voilà, les femmes sont belles, La sont jeunes. fièvre jaune, ils appellent ça c'est pas la fièvre, si, c'est La ça, fièvre la jaune, c'est fièvre jaune en l'Asie. Asie. Ouais, en Asie, Mais c'est en vrai que, couple en voilà, Asie, c'est le calvaire. oui, parce qu'on a un rapport à la fortune, à l'argent et la disponibilité, aussi à l'âge, qui sont Ouais, intéressants. ouais, et puis on a un statut on est une rareté, on est exotique en tant que occidental. Quand tu viens en Amérique latine, en Asie, etc., tu deviens un peu un trophée pour certaines femmes, on va Tout à dire. fait. Donc effectivement, on est sollicité, ouais. Ouais. Etc. Donc, ce sont des critères auxquels il faut réfléchir, il faut se rendre compte. Et puis, moi, j'ai beaucoup apprécié dans ton approche, parce que je trouve qu'il y a vraiment des choses que tu dis qui sont très importantes. C'est notamment, si on veut être mobile, la possibilité d'acquérir des passeports, un passeport ou des passeports dans d'autres pays, en plus de cette prospérité que tu peux aller chercher ailleurs. Et je suis totalement d'accord qu'aujourd'hui, il y a des opportunités partout, il y a des opportunités même dans des pays socialistes comme en France. Il suffit de faire l'ENA et se faire sponsoriser par un ministre pour être placé à la tête d'une entreprise semi-publique. Et là, c'est 40 000 € de salaire tous les mois, sans rien foutre, c'est génial. Les putes, les petits fours, bon. Mais voilà, si on veut quand même rester digne et gagner sa vie par soi-même, c'est vrai qu'il y a des opportunités, mais il y a beaucoup plus d'opportunités en dehors de l'Europe qu'en Europe, malheureusement, aujourd'hui, je le regrette. Et je crois que ce n'est pas du tout non patriote ou non tout ce qu'on veut de partir et faire sa fortune ailleurs. Moi, je ne crois pas du tout au suicide volontaire. Cela dit, en revanche, et je pense, on va voir si on est d'accord ou pas, quel que soit l'endroit où on vit, et même à la limite, quel que soit l'âge, alors on peut appeler ça le réseau, on peut appeler ça le lien social, on peut appeler ça comme on veut, mais le fait d'avoir des connexions assez profondes et de confiance avec des gens dans ce pays est important. Si au début ça commence par des avocats ou des associations de groupes d'expats que l'on va rencontrer, mais mieux encore des locaux, ça va nous aider parce que l'exemple que tu prenais tout à l'heure, de pays où on se sent bien et puis tout d'un coup ça change, ça arrive. Il y a eu l'Indonésie dans les années 60, ça a changé du tout au tout. Il y a des pays qui on était comme des nababs, et puis tout d'un coup, il y a une guerre, ça peut venir de manière soudaine. Alors, on peut être proactif, on peut étudier la géopolitique, on peut se renseigner, on peut se dire, mais parfois on peut faire l'erreur, et erreur qu'il ne faut pas faire évidemment, c'est de se dire, mais non, tout ira bien, il n'y aura pas de coup d'État, les rebelles communistes, ils ne sont pas capables de, et puis jusqu'au jour où ils sont capables de, et là, tout le Ouais. monde se rue à l'aéroport et essaie de se barrer. Bah, ma famille l'a vécu, hein, en Algérie, hein, jusqu'en 1963, c'était un petit paradis, hein, pour les Français. Et puis ensuite, on connaît l'histoire. Donc mon grand-père est reparti avec une main devant, une main derrière. Et pourtant, c'était un pays fabuleux. Enfin, il en a que des bons souvenirs avant la fusillade rue d'Isly. Il avait la boutique, c'est simple, la fusillade qui est à rue d'Isly, c'est devant la boutique de mon grand-père. Donc voilà. Donc ça peut tourner. En fait, tout n'est pas tout n'est pas inscrit dans la roche et va rester tel que c'est, même si vous êtes dans un endroit qui peut vous paraître paisible. Il n'est pas dit que voilà, dans les mois qui vont venir, dans les années qui vont venir, ça ne change pas. Voilà, et c'est pour ça que dans les critères de la localisation d'un lieu de vie, et là il faut mettre un bémol, c'est-à-dire ça dépend aussi du type de vie que l'on a besoin. Moi, j'ai cette préférence de vivre à la campagne. Ça aurait pu être à la mer, mais il se trouve que j'aime bien la montagne, mais j'aime bien être loin de la ville, mais ça n'a pas toujours été le cas. À 25 ans, je préférais vivre en ville, sortir le soir, etc. Aujourd'hui, ça ne me fait ni chaud ni froid, donc je préfère être tranquille loin. Et c'est évidemment, je fais ça aussi parce que je suis en Suisse.
En France, j'aurais une autre stratégie. Déjà, j'aurais jamais fait parler de moi, j'aurais jamais été le personnage un peu public, etc., pour pas attirer les foudres de l'oligarchie au pouvoir, mais aussi pour éviter les contrôles fiscaux, les machins comme ça. J'aurais beaucoup plus travaillé au black en France qu'en Suisse, etc. Il y aurait des stratégies différentes pays par pays, culture par culture, localisation par localisation. Cela dit, donc l'endroit où on peut avoir le maximum d'autonomie, à mon avis, est important. Et c'est vrai qu'une bonne autonomie, c'est une carte de crédit bien remplie, bien provisionnée, et tant que le système fonctionne, parce que je précise, je ne crois pas non plus à des effondrements immédiats, subis, globaux, qui touchent tout le monde, la planète entière. Je veux dire, si ça devait arriver, putain la vache, on a des problèmes mais tellement énormes Ouais. que tu ne peux pas vivre C'est dans ce que je cette... disais dans ma vidéo. Je pense qu'en fait, même dans les pires configurations qu'il y a pu y avoir dans l'histoire, tu vois, les pires guerres mondiales, c'est en 1500, quelque chose comme ça, il y a eu un volcan en Islande qui a fait une éruption, qui a couvert les 2 tiers de la planète. Et en gros, à chaque fois, il reste, tu vois, un tiers. Il reste toujours un endroit qui est vert. Et c'est ça dans ma stratégie, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont dire, ah bah oui, donc si ça va pas dans ton pays, peut-être ça sera mondial le problème et tu pourras pas t'en aller. Bah, historiquement, il n'y a pas eu, il y a jamais eu un moment où il n'y avait pas au moins une île, un endroit qui était tranquille. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le seul point qui est complexe, et ça, là aussi, on peut s'y adapter avec une attitude mentale particulière, c'est pour ça que je parlais de lien, c'est que même si tu arrives effectivement à quitter à temps un pays pour aller aller dans le tiers du monde qui va bien, par exemple en cas de guerre nucléaire, l'hémisphère sud, normalement, tu es tranquille, hein, parce qu'il n'y a pas de cible, il n'y a pas de Argentine. conflit, etc. Moi, mon plan, c'est Argentine. Argentine, Chili, Australie, éventuellement peut-être, mais voilà, tu es dans le sud. Bon, très bien. Mais ensuite, est-ce que le Chilien, alors en l'occurrence, la réponse est oui. Est-ce que le Chilien ou l'Argentin, il va t'accueillir correctement, ou est-ce qu'il va dire ça l'étranger, je vais te péter la gueule? Une des choses dont je parle sur ma chaîne, c'est le fait d'ouvrir des résidences à différents endroits. C'est pas pour les utiliser tout de suite, mais en Argentine, on peut devenir résident assez facilement, par exemple. Le fait de faire un titre de résident, moi j'ai des titres de résident presque dans une dizaine de pays à peu près au moment où je fais cette vidéo. Je vis dans un pays, mais c'est des portes ouvertes en fait au moment où si ça allait pas, ça me fait un droit d'accès à ces pays. Et en plus de ça, j'ai des passeports aussi de différents pays qui me donnent aussi encore plus de flexibilité. Pendant le Covid, par exemple, le passeport français qui, en temps normal, en termes de mobilité, est un super passeport. Le passeport français, on est vraiment chanceux avec les passeports européens. Pendant le Covid, c'était pas si top que ça. Ça a perdu beaucoup de sa qualité de mobilité. Et j'avais d'autres passeports. Je préfère rester, par contre, discret sur ce que je possède comme passeport. Mais voilà, un passeport d'un pays. Non, mais je sais que tu en as, on en a parlé en off. On les dévoilera pas, mais je suis témoin que ce que tu m'as dit est tout à fait correct. Tu as plusieurs passeports. Et donc un pays qui pourrait être considéré, on va dire, moins bon, dont le passeport pourrait être considéré moins bon, eh bien pendant le Covid, ça m'a permis de me déplacer dans certains pays où j'aurais pas eu accès avec mon passeport français. Et c'est pas une question de visa, c'est une question que il y a des régulations stupides qui disaient voilà, les gens de ces pays-là ne peuvent pas rentrer. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Et ceux de ces pays-là pouvaient rentrer. Et donc, le fait d'avoir des passeports de plusieurs blocs du monde, donc d'avoir des passeports européens, c'est bien, mais d'avoir aussi des passeports qui pourraient être considérés de moins bonne qualité, de pays peut-être un peu plus exotiques, ça peut avoir son utilité dans les situations de chaos. Tout à fait. Alors, je vais poser une question. Est-ce qu'il est possible, dans les années à venir, que les passeports européens, et particulièrement français, la majorité des gens qui vont nous écouter seront probablement des Français, un peu de Belges, les Suisses, je ne pense pas, mais Français ou Belges, par exemple, est-ce que le passeport va être moins accepté et rendra les voyages seront moins faciles pour les détenteurs d'un passeport français? Je ne suis pas devin. Je pense pas trop. Peut-être certains pays qui ont été hostiles dernièrement aux Français, des pays musulmans, possible, pourraient rendre les choses un peu plus restrictives à l'accès, mais je pense pas. Je pense que ça restera des bons documents de voyage. Je ne sais pas quelle est ta vision. Ou non, en fait, je ne suis pas devin non plus, mais j'ai eu deux anecdotes qui sont une en Hongrie, où en fait, Okay. beaucoup de Français vont en Hongrie depuis toujours, enfin depuis que c'est très ouvert.
Et depuis que des passeports français, mais d'ethnie et d'origine pas française, on va dire, vont en Hongrie et ça pose bizarrement, je ne sais pas pourquoi, des problèmes. Eh bien, j'ai entendu beaucoup d'officiels hongrois qui commencent à dire il y a certaines nationalités, c'est pareil avec les Anglais, avec les Britanniques, où il faudrait commencer à scanner un petit peu qui vient et qui vient pas. Et c'est une étape vers ça. Deuxième anecdote, la Thaïlande. Alors là, c'est un peu plus officiel, où il y a eu des vrais clashs, violents entre. Alors, je ne sais pas l'origine, je ne peux pas en parler, mais en tout cas, je sais que beaucoup de gens m'ont fait part que la Thaïlande, en termes officiels, a commencé à mettre des barrières plus sévères par rapport à l'accès à leur pays venant des ressortissants français. C'est quelque chose qui serait assez tabou en France, mais en Asie, par exemple, quand tu vas à Singapour, tu as les Chinois singapouriens, les Singapouriens singapouriens, enfin, tu vois, c'est Singapouriens malaisiens. Il y a une distinction entre l'ethnie et le passeport. Et c'est vrai qu'en France, si on commençait à dire un Marocain français, d'origine marocaine, mais avec un passeport, ça ne marcherait pas, les gens seraient offusqués. Mais possiblement, oui, il y a peut-être certaines ethnies qui vont avoir des problèmes à voyager, bien qu'ils auront un passeport français, c'est possible. Tu sais, il y a des pays comme l'Uruguay, par exemple, où il y a une distinction entre le passeport et la citoyenneté. Pardon. Sur ton passeport, ça va être écrit que tu es français, par exemple. Ils ne te donnent pas vraiment la citoyenneté. Ils vont te donner le document de voyage. Au Panama, il y a un concept assez similaire avec, ils appellent ça le Traveler Passport. C'est quelque chose qui donne aux gens qui investissent à peu près 250-300 000 $ ici. Et ça permet à des gens qui n'auraient pas un bon passeport, par exemple, d'en avoir un assez rapidement. Et encore une fois, c'est un passeport, donc c'est la couverture d'un passeport panaméen qui te permet d'accéder à tous les pays où un Panaméen pourrait accéder. Mais sur le passeport à l'intérieur, c'est marqué ton pays d'origine. Possiblement, c'est un concept qui va se développer dans le futur. Je ne sais pas. Encore une fois, là, je n'ai pas de boule de cristal ni d'insight vraiment sur ce sujet. En Suisse, on nous demande souvent la ville de naissance. Et donc, évidemment, ceux qui ne sont pas nés en Suisse, on voit tout de suite qu'ils ne sont pas nés en Suisse. Parmi les formations et les services que tu offres pour, j'imagine, l'expatriation et aussi pour faire fortune, qu'est-ce que tu pourrais expliquer à ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés par ce que tu fais? Ok, j'ai principalement deux offres en fait. Donc j'ai une offre plutôt make money pour ceux qui commencent justement, qui voudraient lancer un business. Donc là, c'est une formation pour vendre sur Amazon FBA. Moi, ma stratégie sur Amazon FBA, c'est de repérer en fait. Je vais déjà peut-être expliquer parce que ton audience va peut-être pas être familière avec Amazon FBA. Je suis désolé parce que je pars du principe que tout le monde connaît. Mais Amazon FBA, en fait, c'est le fait d'utiliser la logistique d'Amazon, qui est une des meilleures au monde, pour stocker ses produits et les envoyer aux clients finaux, et d'utiliser la marketplace pour vendre ses produits. Et en fait, ce qui est intéressant avec Amazon, c'est déjà la notoriété que ça peut avoir, le fait que la plupart des gens ont leur carte enregistrée sur Amazon. La conversion sur une page de vente Amazon est exceptionnelle si on compare avec un site traditionnel. Voilà, il y a plein d'avantages à ça. J'en parle en long, en large sur la chaîne pour pas vraiment ennuyer les gens, ceux qui ne seraient pas intéressés par ça. Mais voilà, donc en gros, ma stratégie, c'est de trouver des inefficiences de marché, c'est-à-dire des petites niches, de choses un peu farfelues auxquelles on ne penserait pas, et de commencer à les vendre sur Amazon en créant ma propre marque, si tu veux, et en sourçant. La majorité du temps, on source soit en Chine, dernièrement un petit peu en Turquie, certains sourcent en Europe, mais les coûts ne sont pas souvent avantageux en Europe. C'est vraiment très souvent en Chine qu'on source. Et donc voilà, on envoie notre stock de la Chine vers les entrepôts d'Amazon. Je vends donc aux États-Unis, je vends en Europe, je vends aux Émirats. Après, il y a des vendeurs qui vendent au Japon. Il y a plein de marketplaces Amazon, donc on peut se géodiversifier assez facilement. Et ça, c'est aussi quelque chose que je prône dans les business. Je dis, c'est bien d'avoir un business qui soit indépendant de sa localisation. Donc, vous puissiez exercer votre business dans plusieurs que vous puissiez exercer votre business à un endroit différent de là où vous êtes, ça c'est une chose, mais aussi que vous puissiez avoir du business aux États-Unis, en Europe, au Japon, sur différents blocs de la Terre, parce que s'il y a un problème à un endroit, tout votre business n'est pas paralysé. Donc ça c'est assez intéressant avec Amazon, et vous pouvez le faire relativement facilement. Quand je dis relativement facilement, c'est en quelques clics. Si vous vouliez développer des canaux de vente en commerce traditionnel dans des nouveaux marchés,
ça nécessiterait des centaines ou des millions de dollars d'investissement et également un travail de terrain terrible. Alors que là, c'est quelques clics et vous envoyez les produits dans les entrepôts de la région que vous voulez desservir. Et voilà, c'est assez simple. Donc ça, c'est la partie business. C'est mon produit phare, en gros, puisque c'est ce qui intéresse le plus les gens, c'est de gagner de l'argent déjà, parce que beaucoup de gens sont un peu bloqués dans ce qu'on appelle la rat race, donc le fait de travailler métro boulot dodo, et ils voudraient déjà s'extirper de ça. C'est la première des choses, c'est de se créer un business en parallèle. Ça ne nécessite pas de tout couper. Et d'ailleurs, je déconseille d'arrêter son job et de se mettre sur un business. Vous pouvez faire les deux très facilement en parallèle. J'ai fait plein d'interviews de personnes qui ont suivi ma formation et qui avaient leur job et qui parfois l'ont encore maintenant et font les deux en même temps. Et donc, c'est tout à fait faisable. C'est juste qu'il va falloir le soir après votre boulot, au lieu de regarder Hanouna, mais je ne pense pas que ça soit ce que regardent les gens qui regardent ta chaîne, mais au lieu de regarder Netflix, on va dire, eh bien, il va falloir bosser 2 heures, tu vois, 2-3 heures. Mais ça vaut le coup parce qu'au bout de quelques mois, souvent, là, j'ai eu un rapport, là, justement, ils ont interviewé des milliers de vendeurs. Il faut compter entre 3 et 6 mois pour avoir un business en place, à peu près. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas une formule magique pour devenir riche du matin au soir. C'est un vrai business, comme tout business. On parle d'un budget d'investissement minimum, ticket minimum. Et pour moi, ça reste encore un peu bricolage, c'est 5 000 $. Et idéalement, il faut plus aller vers les 10-15 000 pour être confortable, pour pouvoir prévoir un réassort, etc. Donc, ça nécessite un peu d'argent, mais on n'a rien sans rien. Si vous voulez ouvrir une vraie boutique physique, ça va vous coûter certainement plus que ça. Donc ça, c'est la partie Make Money. Et la deuxième partie qui intéresse énormément sur ma chaîne, c'est la partie expatriation. Donc, il y a un volet, bien sûr, donc l'optimisation, réduire son imposition, mais ça, c'est pas très difficile quand on vient de France, hein. Vous jetez une fléchette sur une map monde à peu près partout dans le monde, vous allez payer moins d'impôts. Et puis, il y a bien sûr toute la partie amélioration de son cadre de vie, de la sécurité. Enfin, il y a beaucoup de gens, en fait, qui n'ont pas encore beaucoup voyagé. C'est étonnant pourtant dans une époque où maintenant c'est devenu assez facile, mais il y a beaucoup de gens qui sont restés beaucoup en Europe de l'Ouest et du coup ne se rendent pas compte que parfois en allant dans des pays qui peuvent paraître exotiques, vous allez augmenter votre qualité de vie vraiment. Enfin, ça va être un x3 dans votre qualité de vie, parfois moins cher, avec une bien meilleure sécurité. Les gens sont ils tombent par terre quand ils vont. Bon, c'est pas des bons exemples en coût de vie qui soient moins chers, mais quand tu vas aux Émirats, quand tu vas à Hong Kong, Singapour, quand tu vas à Moscou, quand tu vas à Saint-Pétersbourg, tu te dis waouh, les trottoirs c'est clean, tu vas dans le métro, ça marche, c'est propre, il y a pas du vomi de toxicomane par terre, voilà. Et pour le cas des Émirats, pour le cas de Singapour, pour le cas de Hong Kong, tu payes pas 66% d'impôts. Donc voilà un petit peu les deux programmes. Je ne sais pas si je les ai bien expliqués. Je suis parti un peu dans un long monologue. Tu m'arrêtes ou tu me demandes plus de précision? C'est tout à fait complémentaire aux formations que je fais sur mon site. Moi, je crois beaucoup à ça. Je dois dire que je l'applique que en partie parce qu'effectivement, j'ai aussi plusieurs passeports, mais pas beaucoup. Mais à l'avenir, et en tout cas pour mes enfants, j'ai 4 enfants et je les encourage à se faire des expériences à l'étranger, voire trouver les moyens d'obtenir déjà des revenus en plus de ce qu'ils vont faire plus tard. Mais en tout cas, d'avoir plusieurs sources de revenus, ça c'est fondamental. Et je suis d'accord que la flexibilité de voyage est importante. Par exemple, si je prends mon exemple, moi c'est vrai que je mise l'essentiel de mes œufs dans le panier, ma base autonome durable, qui est une ferme très jolie, très confortable ici en Suisse. Mais du fait d'avoir un passeport italien, du fait de mes origines, me permet d'aller en Italie, un pays où en général on a survécu à toutes les crises, des invasions, les guerres, tout ce qu'on veut. Donc c'est une option. L'Italie n'a jamais été aussi tyrannique qu'aujourd'hui, donc ça ne peut être que mieux. Et l'Italie aujourd'hui n'a rien à voir avec la France ou l'Allemagne, etc. Donc tout va bien, ou la Chine ou les États-Unis. Et le passeport italien, du fait aussi de certains investissements que j'ai dans des pays de l'Est, me permet d'aller en Hongrie, en Roumanie et ailleurs. Et donc, j'ai prévu cette possibilité de petits îlots de la Suisse. Je peux aller en Italie, je peux aller en Hongrie, je peux aller en Roumanie, éventuellement même en Russie. Bon, là, ça deviendra un petit peu plus... le saut Roumanie et Russie, ça devient compliqué en ce moment. Mais enfin, voilà, l'idée, peut-être qu'il y aura la Turquie entre les deux qui s'y mettra ces prochaines années, parce que je vais beaucoup en Turquie. Bref... c'est possible, mais ça demande des moyens.
Et donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour obtenir les moyens d'avoir cette possibilité d'être mobile, etc., avoir plusieurs sources de revenus, c'est en fait la solution accessible à tous, parce que tu es jeune et je pense que tu as un public assez jeune, en fait, de jeunes entrepreneurs. 25 ans, ouais, à peu près, 25-30 ans, c'est ma clientèle. Ouais, ouais. Bah, c'est super. En tout cas, je te souhaite qu'il y en ait beaucoup, parce que ça voudrait dire que beaucoup de jeunes se sortent les pouces de là où je pense pour. C'est une expression suisse, mais je ne sais pas si elle existe en France. Mais en tout cas, voilà, de pouvoir se bouger et se bouger la couenne. Parce que je suis d'accord, l'argent, c'est le nerf de la guerre et que. En fait, il y a une culture dans certains pays socialistes comme la France où gagner de C'est l'argent, c'est mal. mal. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Comment tu vois cette. En fait, je pense que toi comme moi, le contenu qu'on produit trie un peu les gens et du coup, on n'a pas trop cet écho-là de notre audience. Très Mais rare. effectivement, quand on y retourne, alors moi, ça fait 4-5 ans que je suis pas allé en France, donc, et mes souvenirs commencent à dater, mais c'est sûr qu'il y a une ambiance anticapitaliste. Et oui, c'est un vrai problème. Mais les gens qui me regardent, non, au contraire, ils sont là. De toute façon, j'ai été franco dès le début avec ma chaîne. J'ai pas pris les gens par surprise. Oseille TV, qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? Oui, on va parler d'argent. C'est tout. Donc moi, j'ai pas de tabou là-dessus. J'ai eu une vie internationale, bien que je sois pas très vieux, mais j'ai déjà vécu un tiers de ma vie à l'étranger. J'ai une famille qui a eu une vie internationale. Donc on est assez à l'américaine, on va dire, sur l'argent. On n'a pas trop de tabou et c'est OK d'en parler. Donc voilà, de mon éducation, c'est pas un souci. D'accord. Mais je vois bien qu'il y a un travail à faire avec les gens, parce que même ceux ils sont là sur la chaîne parce qu'ils veulent gagner de l'argent, il y a quand même des plafonds de verre qui se créent de leur environnement. C'est aussi terrible que ça, c'est l'environnement qui déteint sur les gens et même sur les gens qui ont cette envie de gagner de l'argent. Et le premier travail à faire, en fait, quand on veut gagner de l'argent, c'est déjà de se péter les blocages à l'intérieur du cerveau et d'être OK avec l'argent, effectivement. Mhm. Si tu voulais donner des conseils à ceux qui nous regardent, par où démarrer? Comme tu parles de péter des blocages mentaux, j'aime beaucoup j'aime bien que tu aies pensé à ça en premier. Comment tu les aiderais à faire ces déblocages? En fait, je pense que ouais, c'est culturel que les gens gagnent de l'argent, donc c'est mal, ou on peut pas avoir gagné beaucoup d'argent de façon éthique, etc. Et en fait, bah non, reprenez les choses à la base. Qu'est-ce que vous allez faire comme produit que vous allez vendre, que ce soit donc moi sur Amazon, ou bien mes formations, ou bien j'ai un SaaS aussi, j'en ai pas parlé. Donc voilà, j'ai différents produits et à chaque fois, j'ai travaillé dur pour créer chacun des produits. J'essaie d'apporter la meilleure option au meilleur prix sur le marché. Et du coup, je suis confiant de la qualité de mes produits. Pour ce qui est de mes formations, bah, je suis confiant et j'en ai la preuve puisque j'ai fait plein d'interviews de personnes qui ont suivi mes formations et qui sont très contents avec. Donc voilà, je suis confiant, je vends un bon produit et donc je vole personne, je ne mets pas de flingue sur la tempe à qui que ce soit. Et donc je pense que le travail, il est d'être confortable avec le fait que vous allez échanger de la valeur que vous avez produite contre de l'argent. C'est OK, c'est pas mal. Mhm. Oui, Qu'est-ce qui crée cette mentalité qui est limitante, en fait, ces pensées limitantes liées à l'argent? 70 ans de socialisme, je sais pas. Ouais, Et pourtant, c'est du lavage de cerveau, du ouais, lavage mais du lavage de cerveau dans la presse, dans les médias, dans le contenu que les jeunes consomment, c'est terrible. S'il y a pas d'orientation des parents et que c'est pas des parents. Moi, j'ai de la chance d'avoir une famille d'entrepreneurs, si tu veux. Mon grand-père était un businessman international important, donc forcément, je suis pas passé par tout ça, mais c'est sûr que si tu viens d'une famille de classe moyenne ou en dessous et que les parents t'aiguillent pas trop et que tu commences à consommer, je rigolais tout à l'heure avec du Hanouna, mais voilà, du contenu de bas étage, bah forcément, tu es drivé dans cette bulle-là et donc il te les crée pour toi, les barrières psychologiques sur le fait de gagner de l'argent, ouais. non, j'allais dire que c'est étonnant parce qu'en Union soviétique, il y a eu aussi 70 ans carrément de communisme, donc c'est le niveau encore au-dessus.
Ouais. Mais dès que ça s'est En ouvert, Chine aussi, regarde, en ouais, Chine, là, avec le Nouvel An, ils se souhaitent tous. La phrase, c'est gagner beaucoup d'argent. C'est pas Happy New Year, tu vois, c'est pas bonne année, c'est ouais, gagner beaucoup d'argent, tu vois, prospérité. Là, je reçois de tous mes fournisseurs en c'est Chine ça, et toutes les personnes avec qui je travaille en Chine, c'est j'espère que tu vas faire du max de pognon cette année, c'est tu vrai, vois. c'est vrai. Et pourtant, c'est des pays communistes, c'est incroyable. Et alors qu'en France, c'est tabou. Là, je sais plus, il y a eu un truc qui est passé que j'ai reposté et je sais plus qui c'est. Mince, c'est sur mon Twitter, c'est le dernier post. Il y a eu des profits records pour Total et tout le monde était indigné alors que tout le monde devrait être content. Un fleuron français qui fait du fric, super quoi, bravo. Ouais. Mais non. Alors, toi, tu as voyagé dans le monde, comme tu Mhm. l'as remarqué aussi. C'est une anomalie dans le monde, cette attitude, parce que dans tous les pays du monde, d'abord, on ne jalouse pas trop ceux qui gagnent de l'argent. Au contraire, on essaie de faire comme eux, on essaie Bien d'apprendre. sûr. C'est le cas américain, mais pas que. J'ai l'impression que oui, c'est assez rare, cette jalousie, c'est plus une envie, parce que moi, je vais dire un truc qui va choquer peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent, mais j'ai jamais vu des gens plus égoïstes et plus envieux que les pauvres, en fait. Et l'inverse n'est pas forcément vrai, hein. Je connais des riches très généreux, mais je connais des riches aussi qui sont des gros enculés. Mais chez les pauvres, j'ai quasiment rencontré que des enculés dans ma vie. Donc je sais Et pas. souvent, en vrai, ceux qui critiquent, ceux qui s'enrichissent, etc., si on leur proposait de s'enrichir, ils diraient pas non, tu vois. Et C'est en juste plus, ouais, leur cette condition qui hypocrisie. fait que ça crée une frustration et qui sont aussi négatifs, ouais. Ouais. Bref, voilà, je me suis fait plein d'amis là ce soir. Et donc, Ouais, et puis je pense qu'on va pas pouvoir élucider le problème de non, cette mentalité, malheureusement, avec non. cette Après, vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est de définir aussi riche, pauvre, parce que je connais beaucoup de gens qui pensent que c'était pas le cas d'un président français qui pensait que tu étais riche à partir de, c'était combien? 3400, je 3 crois, un 000 truc comme ça ou par 3 mois. 000 euros par mois. Ouais, ouais, ouais. La Eh ben, vache. écoute, voyagez un petit peu dans le monde parce que si vous allez aux États-Unis, donc 3 000 par mois, ça ferait quoi? 36 000 par an, allez, 36 40 000. Vous êtes dans le bas du spectre aux États-Unis. C'est Vous ça. pouvez à peine survivre avec ça aux États-Unis. Donc, et je pense, ça c'est un sujet que j'ai pas encore euh, étalé en profondeur sur la chaîne, mais il y a un vrai déclassement des Européens. Et on en parle à plusieurs reprises. J'ai un ami, Ladislas Meurice, qui investit par exemple au Mexique. Maintenant, c'est les Mexicains qui vont en vacances en France, c'est plus les C'est Français vrai? qui vont en vacances. Ouais, il y a des villes au Mexique qui deviennent trop chères pour le touriste français. Et l'Américain peut encore, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais ouais, l'Européen va souffrir. Et il y a cette blague de Charles Gave qui dit pareil, que ce sera les Thaïlandais dans 10 ans qui viendront faire du backpacking en Europe. Mais Parce tu sais, que ça devient. tu ne crois pas si bien dire parce que pas plus tard que hier, je rencontrais sur une terrasse, j'ai donné une conférence avant-hier soir à Megève, petite ville de montagne en France, très chic, très, très, très chère. Et, et en fait, c'était pourtant le début de la semaine des Parisiens, de vacances. Et, et j'ai croisé sur une terrasse à côté de la table, à côté de moi, des Thaïlandais. Je ne reconnaissais pas l'ethnie, donc j'ai posé la question, voilà, bonjour, qui vous êtes, d'où vous venez. Et il dit Thaïlande. Et ça m'avait, voilà, j'ai un a priori comme ça, où voilà, je ne m'attendais pas à voir des riches Thaïlandais qui viennent tous les ans en vacances, 1 ou 2 semaines à la montagne, en Suisse. Je pense qu'il va y avoir un inversement et la meilleure image que les gens peuvent regarder pour le comprendre, c'est l'Argentine. L'Argentine, une des plus grosses puissances mondiales et qui Ah a oui. été totalement déclassée. Et je Je pense me demande bien que pourquoi. Qu'est-ce l'Europe qu'ils de auraient bien pu l'Ouest, faire, les Argentins, pour être déclassés? bah, socialisme, hein, je crois Aïe, qu'aïe. à chaque fois le mot MAUX, enfin les mots, c'est souvent du socialisme. Voilà, ça crée vraiment beaucoup de problèmes, effectivement. Ouais. Ouais. En tout cas, on le constate, je ne crois pas que ni toi ni moi ne sommes là pour donner des solutions à comment on gère, parce que tout système social comporte, crée des inégalités, crée des niches où on peut en profiter ou en subir les conséquences. Mais finalement, il y a un darwinisme naturel qui est peut-être la justice extrême, qui est en fait, si tu ne te bouges pas les fesses ou que tu as une mauvaise génétique de base, ou une combinaison des deux, bah, t'es mal et puis c'est tout. Puis la nature, elle t'élimine, elle laisse la place à d'autres plus performants, etc.
Alors, ça n'exclut pas la générosité, ça n'exclut pas la charité, ça n'exclut pas la gentillesse, mais au moins tu peux la faire directement. Moi, trouve que les gens qui veulent faire de la charité avec l'argent des autres, c'est pas du tout de la charité ni de la gentillesse, c'est du vol. Ou souvent ils en prennent un petit peu. Et elle est encore plus inefficace en fait quand c'est avec l'argent des autres. C'est pas dépensé de la même manière. Ouais. Exactement. Ou ceux qui nous écoutent peuvent te rencontrer sur ta chaîne YouTube Oseille TV. Exactement. Et quel autre endroit? Éventuellement, il y a un site Non, web. je suis principalement vraiment sur YouTube. J'aime en fait YouTube pour le côté search, tu vois, on peut retrouver les vidéos, etc. J'aime bien faire des choses sur le long terme. C'est ma façon de travailler, que ce soit dans l'e-commerce, etc. C'est de faire les choses une fois et bien. Et du coup, j'aime vraiment YouTube. J'ai des comptes sur TikTok, Instagram, etc. Mais c'est là où on reposte en fait des versions courtes de mon contenu. Mais mon vrai contenu, si on veut m'écouter, si on veut en apprendre plus sur moi, c'est Oseille TV sur YouTube. Ouais. D'accord, je mettrai le lien sous le descriptif de la vidéo. Très bien. Alors, si vous voulez survivre 2.0 à l'international et en tout cas, moi, je vous encourage à gagner de l'argent. Moi, j'ai toujours encouragé ceux qui me suivent à essayer d'avoir plusieurs revenus, d'avoir des revenus, d'abord augmenter les revenus qu'ils ont dans leur propre métier, mais aussi d'avoir des revenus secondaires, voire tertiaires et ainsi de suite ailleurs. D'ailleurs, certains ont mis en place l'écriture de livres. C'est pas le truc le plus lucratif, mais au moins ça fait des revenus récurrents qui tombent. D'autres se sont mis à ce que j'ai expliqué. Une partie d'une ferme, par exemple, peut être louée pour des locataires pour des vacances, pour du Airbnb ou des choses comme ça. Bed and breakfast, on disait à l'époque. Il y a plein de manières de faire. Et beaucoup le font. Et ça, c'est très, très bien parce qu'on a besoin de se diversifier, on a besoin de se rendre le plus indépendant possible de la machine liée à l'État. Et c'est bien. Donc, super. Merci à toi pour l'interview, c'était cool. Et puis, on en fera une sur ma chaîne prochainement. Avec plaisir. À très, très bientôt.